Au début des années 60, 1960, il y avait chez les omnipraticiens une grande morosité. Une grande morosité causée par le fait que le pourcentage des omnipraticiens spécialistes avait augmenté considérablement en faveur des spécialistes. Les spécialistes dominaient complètement la scène médicale, dominaient au Collège des médecins, dominaient dans les hôpitaux et ils avaient tendance à écarter les omnipraticiens, en particulier dans la pratique, dans la pratique hospitalière. En 1960, il y a eu l'adoption de l'assurance hospitalisation. Qui a fait que les gens se faisaient soigner gratuitement dans les hôpitaux. Ce fait-là a éveillé chez les omnipraticiens le besoin d'être présents dans l'hôpital, de ne pas se faire mettre dehors par les spécialistes systématiquement, comme ils faisaient dans les années 50. À ce moment-là, l'action du médecin généraliste se situait surtout en cabinet et beaucoup de visites de domicile. Nous allions à l'hôpital uniquement pour les besoins obstétriques. Et c'était l'étendue des services que nous pouvions rendre à l'époque. Si je peux vous conter un exemple personnel, ma plus grande crainte lorsque j'avais une patiente qui entrait en travail, ce n'était pas de faire l'accouchement, peu importe si c'était un cas difficile ou pas. C'était où pouvais-je aller le faire. Et moi, sur la Rive-Sud, je n'avais accès qu'à un petit hôpital à Saint-Lambert, un petit hôpital privé, ou encore aller à la Miséricorde, qui était de l'autre côté du pont. Alors, ces conditions d'exercice-là étaient épouvantables pour l'omnipraticien. Ces difficultés, c'était anormal qu'il puisse pratiquer dans les conditions. Nous voulions absolument prendre notre place à l'hôpital. Avec la création du mouvement, nous sommes devenus les omnipraticiens. Quand nous avons eu l'annonce que la Fédération était officiellement acceptée par l'État, c'était une grande réjouissance. Je pense que nous sommes allés, les dirigeants, là, les membres du conseil, nous sommes allés prendre un pot dans un restaurant pour célébrer ça. L'assistance médicale, c'était le paiement des honoraires des médecins pour les assistés sociaux. Avant 1966, les médecins devaient soigner gratuitement les assistés sociaux. Il n'y avait pas d'argent. Alors, à partir de 1966, l'État a rémunéré les médecins pour le traitement des assistés sociaux, après négociation avec la Fédération des omnipraticiens. Les grands enjeux, tout d'abord l'assistance médicale, il y avait l'intervention de l'État. Et l'intervention de l'État, c'était appréhendé. Certains médecins craignaient pour leur autonomie professionnelle, qu'est-ce qui va advenir, etc. Donc ça, c'est pour l'assistance médicale. Mais l'assistance médicale intervient et la réaction des médecins à ce moment-là était très positive. C'est que ça, on peut être franc, ça réglait le problème des listes de mauvais comptes pour chacun des médecins. Donc, ça a été très bien accueilli, l'assistance médicale. Quand un spécialiste est demandé en consultation, il a le droit à des honoraires supplémentaires. Mais quand il fait la même chose qu'un omnipraticien, il devrait avoir la même rémunération. Alors, nous nous sommes battus auprès du Collège des médecins et ça a été accepté par le Collège des médecins. Au grand dam des spécialistes qui étaient contre ça, évidemment. Ça, c'était notre première victoire. Le docteur Hamel savait galvaniser les individus et les troupes, je pense. Ça a été un grand leader. Ça a été un visionnaire. Et en même temps, il avait les deux pieds vraiment campés dans la glèbe. C'était un réaliste. Alors ça, c'était le docteur Hamel. Qu'est-ce qui le motivait? C'est ce que vous demandez. Évidemment, c'était de relever la situation dans laquelle les médecins omnipraticiens étaient. Que ce soit au point de vue professionnel, que ce soit au point de vue formation continue, que ce soit au point de vue de participation au régime d'assurance maladie, etc., etc.
Et étant donné l'intervention de l'État, évidemment, le docteur Hamel insistait énormément sur une chose, l'union fait la force. Pour faire face à l'État, les médecins omnipraticiens doivent s'unir dans une fédération. Alors, c'était ce qui l'animait. Avant l'assurance maladie qui a eu lieu en 1970, c'est le Collège des médecins qui était le représentant des médecins et qui déterminait les tarifs et qui s'occupait de l'enseignement. Donc, il fallait être reconnu par le Collège des médecins comme le porte-parole des omnipraticiens. Alors, la reconnaissance officielle de la Fédération comme unique négociateur au nom des omnipraticiens s'est fait de deux façons, je dirais, en deux étapes. Il y a la période officieuse qui s'est faite sous M. Lesage. La version officielle s'est faite lors de la signature de l'entente en 1970, alors que Dr. Hamel a été reconnu comme président de la Fédération et comme seul mandataire pour discuter des conditions de rémunération, des conditions d'exercice également de tous les omnipraticiens du Québec, où qu'ils soient. Pour la Fédération et pour le Dr. Hamel, l'assurance maladie universelle était une nécessité sociale. Et il me disait souvent, vous savez, Maître Chapada, si vous devez comprendre une chose, le spécialiste traite des maladies, nous, on traite des maladies et un patient. Et un patient. Et on est nécessairement très près des préoccupations de nos patients. Ce qui faisait que les omnipraticiens ont été beaucoup plus sensibles à cette approche-là de nécessité sociale d'un régime universel. Cette période a été marquée par une augmentation très nette de l'achalandage. Je me souviens qu'à un congrès subséquent, on a établi que le ratio d'accessibilité des patients à un omnipraticien avait augmenté d'environ 50 pour la signature de l'entente. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui ne consultaient pas les médecins en raison des honoraires. Bon, il y en avait qui pouvaient payer, mais d'autres non. Et pour le médecin, ça nécessitait évidemment une augmentation de l'achalandage auquel il a fallu qu'il s'habitue. Et à ce moment-là, ça a donné le coup aussi aux omnipraticiens de se regrouper davantage pour envisager la pratique de leur profession. Tout d'abord, il y a eu l'entente de signer en 70. Elle couvrait la période de 70-72. L'entente, c'était que la fédération soit toujours reconnue comme étant le seul mandataire de la part des omnipraticiens pour l'exercice et les conditions de rémunération des médecins. Depuis 1972, cette entente-là aurait dû être renouvelée et réajustée au coût de la vie normale, comme ça avait été entendu au départ. À l'échéance, on a demandé au ministre de la Santé, qui était M. Castonguay, de renégocier une entente, etc. Il y a eu un refus de la part du ministère. M. Castonguay, il a refusé de négocier. Il a fallu attendre le départ de M. Castonguay, l'arrivée de M. Forgette, et c'est l'arrivée de M. Forgette, pour reprendre vraiment des négociations sérieuses. Mais entre-temps, évidemment, la situation s'était envenimée. Il y avait de la contestation sur l'activité professionnelle et ainsi de suite. La seule façon d'y arriver était de contester d'une certaine façon. Or, les médecins ne sont pas contestataires par nature. Et il a fallu organiser la contestation. Et à ce sujet-là, on a essayé de voir à l'époque quelles étaient les associations qui étaient le plus disposées, qui étaient le plus prêtes à embarquer dans une contestation. Et finalement, ça a été l'association de Yamaska et l'association du Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors là, le gouvernement s'est aperçu on avait un plan progressif de désengagement graduel des associations. Si ces deux premières associations ne suffisaient pas, on aurait pu aller plus loin. On avait donc un plan d'action pour que finalement, il y ait de plus en plus d'associations qui se désengagent. Alors, face à cette menace, là, le gouvernement a dû céder devant l'opinion publique, qui réagissait aussi en faveur des médecins. L'ère du Dr. Hamel, ça a été le grand bâtisseur de la Fédération, je veux dire. C'est là que la Fédération, ses assises se sont étendues, se sont consolidées.
Il y a eu énormément de bouts de chemin de précédents qui ont été créés. Et c'est grâce à ça si aujourd'hui la Fédération est un organisme incontournable dans le monde de la santé. Autant le médecin omnipraticien était maître dans son cabinet, autant dans le CLSC, ça devenait un des joueurs à l'intérieur du système d'assurance maladie. Et c'était un peu considéré par les omnipraticiens comme une auberge espagnole, c'est-à-dire que n'importe quoi pouvait arriver. Pour le gouvernement, l'organisation médicale en CLSC puis en CAH, tout ça, c'était pas... ça les empêchait pas de dormir. C'est sous le règne de Clément qu'à ce moment-là, l'organisation médicale dans ces établissements-là a été reconnue. Et ça, ça a été une grande victoire. Sur le plan prestige, ces diverses actions de la Fédération et cette évolution graduellement de 65 à 82, je dirais, fait que nous avons obtenu une reconnaissance. Alors, cette évolution-là du syndicalisme qui établit des droits, nettement non seulement de rémunération, mais d'accessibilité aux hôpitaux, avec un département de médecine générale, a fait que c'était un très grand objet de fierté pour nous. Ça a été une transition très courte. Le docteur Hamel avait démissionné en septembre 81. Et les élections ont eu lieu en septembre 81 aussi. Alors, ça a duré quelques mois, mais ça a été une période très troublée. Alors, le docteur Zistrom, avec le docteur Gosselin et le docteur Richer, faisait la campagne et rencontrait l'ensemble des médecins de la province. Tout le monde était content là, quand ça s'est terminé. C'était très, très, très actif. Puis, dans un contexte très difficile. Il y avait 3 candidats. Et tout le monde, à tort ou à raison, se disait il va y avoir 2 tours de scrutin. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que le docteur Richer a été élu au premier tour. Et ça a surpris. D'abord, je suis arrivé à la présidence d'une façon presque inopinée, si on peut dire. J'étais peu préparé à ce poste-là. Le docteur Hamel n'a jamais été battu dans ces élections, puis il sera encore là s'il était vivant, je pense. Finalement, la sœur a voulu, à ce moment-là, que je décide d'y aller. Je croyais dans mes capacités de représenter les médecins. J'ai été élu, finalement, en décembre 81. Et on a préparé la guerre, puisque c'était ça, littéralement, avec le gouvernement à ce moment-là qui nous maintenait sur la corde raide depuis 1979. Le gouvernement pénalisait les jeunes médecins qui s'installaient dans des régions universitaires. À Montréal, c'était l'ensemble des activités qui étaient pénalisées, à Montréal et Québec. L'ensemble des activités des médecins qui étaient visées par une pénalité de 30 %. C'était pas rien, ça, là. 30 % de coupure. Et en périphérie, donc Richelieu-Saint-Laurent, Laval, tout autour de Montréal et tout autour de Québec, c'était la médecine hors hôpital qui était pénalisée de 30 % aussi. Auparavant, c'était une contestation sur 27. Les médecins remarquaient aussi, l'entente n'avait pas été renouvelée. Mais je veux dire, ça s'est intensifié à partir de l'arrivée au pouvoir du docteur Richer. Je savais très bien que j'allais dans une galère qui serait pas facile à mener. Et M. Johnson était ministre de la Santé dans le temps. J'avais des choses à défendre et lui aussi avait des mandats du Conseil des ministres. Et c'est sûr qu'on s'est heurté, mais pas plus avec lui qu'avec d'autres ministres qui apportaient des projets de grandes réformes. Rendre la médecine fonctionnalisée comme on nous la présentait, c'est évidemment pas recevable pour nous. Ça s'est rendu jusqu'à la grève, mais ça n'a pas été une grève qui a été annoncée. On part en grève demain. Ça faisait 3 mois qu'il y avait des journées de contestation puis des mesures qui préparaient, si vous voulez, l'aboutissement de ça. C'est une grève qui a été suivie quand même autour de entre 90 et 95 % par les médecins. On a essayé de gérer ça
pour que nos patients n'en subissent pas les conséquences. Et je pense que de ce côté-là, tout le monde a reconnu qu'on avait fait des efforts importants. Là, il y a eu une grève qui est votée, puis qui a duré 6 jours, puis qui s'est terminée par une loi spéciale de l'Assemblée nationale. La loi 91 est précisément la loi qui mettait fin à la grève des médecins. Il leur ordonnait de reprendre, comme à l'accoutumée, la dispensation des services médicaux en cabinet et en établissement. C'est ça, la loi 91. C'est qu'à cette époque-là, il y avait une négociation serrée, la FMOQ, le ministère, et la FMSQ, le ministère. Et 1 ou 2 journées avant la votation de la loi contre les omnipraticiens, les médecins spécialistes ont signé leur entente. Alors, la réaction des omnipraticiens était de dire très bien, nous, on réagit là-dedans comme des grands garçons, puis on fait face à la musique. On a réorganisé la direction de la formation professionnelle. C'est mon frère, Gilles Desrosiers, qui est décédé depuis 2000, malheureusement, qui a pris ce dossier-là, le dossier de la formation médicale continue. On s'est rendu compte, entre 81 et 83, il y avait eu une augmentation d'à peu près 25 de la fréquentation des cours de formation continue qu'organisait Gilles Desrosiers. Quand j'ai eu l'occasion de faire le tour de la province, je me suis rendu compte qu'il y avait des départements de médecine générale dans plusieurs hôpitaux. C'était surtout dans les villes, au fond. On avait des problèmes à faire reconnaître dans les hôpitaux universitaires, bien sûr, où on avait de la misère à faire reconnaître le département de médecine générale. Mais dans les faits, il existait à plusieurs endroits, mais pas avec un statut aussi ferme. Et on s'est rendu compte que la corporation aussi n'était pas chaude à l'idée de reconnaître des départements de médecine générale. Au fond, il fallait comprendre politiquement que le collège était contrôlé par les médecins spécialistes. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, c'est très bien. Si c'est la façon d'avoir des décisions logiques du collège des médecins, on est la moitié des médecins au Québec, alors on sera représenté au collège. Et on a eu plus que la moitié des sièges au collège à un moment donné. Et le département de médecine générale était appuyé par tout le monde, y compris par les spécialistes. Et ça, c'était, dans ce sens-là, un gain important pour les médecins omnipraticiens. Ça a été reconnu par la loi en 84, appliqué graduellement jusqu'en 91, je pense, avant que ça devienne la réalité. Ça, on peut comprendre que entre l'écriture dans une loi et la réalisation pratique, il se passe un certain temps. L'important, c'est qu'on avait gagné le point et ça s'est réalisé, et maintenant, c'est partout. Le gouvernement a toujours essayé d'avoir une mainmise sur l'ensemble du fonctionnement de ces hôpitaux. Et pour lui, dans la mesure où les médecins sont concernés, c'était de pouvoir contrôler l'activité des médecins en centre hospitalier. La loi 120 nous rendait à la charge sous l'autorité exclusive des fonctionnaires. Il n'y avait plus de place pour le médecin nulle part dans le système, sinon soigner des patients. Et on a mené une lutte de chaque jour. Je peux vous dire, à partir du moment où on a eu le projet de loi 120 dans les mains, jusqu'à l'acceptation d'une autre loi 120 que nous avons écrit, ça a été quotidien. J'ai dû rencontrer M. Côté, je ne veux pas exagérer, mais certainement une quinzaine de fois, privément, pour lui dire que ces articles-là ne passeraient pas, puis que c'est pas parce que lui était ministre puis qu'il mettait le poing sur la table que ça passerait. Ça ne passerait pas. La FMOQ et son président, Dr. Richer, ont pris le leadership de l'ensemble de la profession médicale, FMSQ et corporations professionnelles compris. Dans cette contestation-là, le Dr. Richer a vraiment occupé 95 % de la place. Et c'est lui qui était vraiment le fer de lance là, vis-à-vis les forces gouvernementales. Quand on est sorti de la loi 120, on a l'impression d'avoir préservé, conservé la faculté aux médecins
de pratiquer la médecine encore aujourd'hui, en 2013, comme on la pratiquait avant ces fameux projets de loi. Donc, on a conservé le professionnalisme du médecin alors qu'on l'aurait perdu. Et je pense que ça, c'est pour le meilleur de nos patients. Les années 95-2000 ont été, je dois dire, de dures années. Sur le plan économique, principalement. La journée où j'ai été élu président, le Conseil avait dû accepter, non pas de gaieté de cœur, mais avait dû accepter un accord-cadre qui réduisait d'environ 2 % nos enveloppes budgétaires. Il nous fallait donc trouver des mesures qui produisent cet effet de décroissance. Et 10 mois plus tard, c'était une réduction de 6 % imposée par le gouvernement à tous les employés de la fonction publique et parapublique et une réduction de 6 % des enveloppes allouées à la rémunération des médecins. Il y a eu, bien sûr, des réactions très fermes de la FMOQ, de la Fédération des médecins spécialistes aussi, qui avait la même demande. Nous avons tenu une journée d'études le 6 décembre de mémoire 96. C'est là que sont intervenues la négociation des coupures dans la tarification. Il y a certains actes qui ont été exclus. En tout cas, ça a été une période extrêmement difficile, gérer la décroissance. Ça a été de dures années, mais en même temps, au cours de ces années, nous avons mis sur pied une nouvelle structure qui s'appelle le département régional de médecine générale, et qui est une structure qui aurait une assise légale, donc qui viendrait donner des pouvoirs précis au niveau de la loi aux médecins omnipraticiens dans chacune des régions pour qu'ils puissent s'impliquer, pour qu'ils puissent être partie prenante de la réorganisation des soins médicaux, surtout les soins de première ligne. Alors, ce sont les départements régionaux de médecine générale qu'on connaît aujourd'hui, qui ont été créés en 1997. En 1998, les omnipraticiens étaient moroses, étaient vraiment insatisfaits de leurs conditions d'exercice et nous avons mené une contestation, je dirais, très dure. Nous avons obtenu à peu près 50 % de nos demandes, mais il y a quand même eu une entente en juin 1998 avec engagement de reprendre les négociations au cours de l'automne. Dans les années suivantes, il nous semblait important, la Fédération, de repositionner les cabinets privés dans le contexte des années 2000. Alors, nous avons fait appel à un groupe, le groupe SECAR, qui nous a produit un rapport. Et dans ce rapport, on retrouvait tous les grands éléments qui ont conduit à la création des groupes de médecine de famille. Un autre élément marquant de ma présidence fut l'année 2002 et la crise que nous avons connue dans les salles d'urgence. Nous avions, surtout en plein été, nous avions 11 salles d'urgence qui étaient en rupture de service. Il est survenu des événements difficiles à accepter à Shawinigan. Et tout cela a conduit le gouvernement, c'était M. François Legault qui était ministre de la Santé à l'époque, à adopter une loi sur les urgences qui forçait tous les omnipraticiens qui avaient les habilités requises, donc qui avaient travaillé dans une salle d'urgence dans les dernières années, qui pouvaient être assignés par huissier à aller faire un quart de garde dans une salle d'urgence en risque de rupture de service. Nous avons contesté cette loi. Nous avons même paradé devant le Parlement le 23 juillet exactement, en plein été. C'est qu'à compter de 2003, la gestion administrative relèverait du département régional de médecine générale. En d'autres termes, la régie ne pouvait plus unilatéralement pénaliser un médecin qui adhérait à l'entente particulière sur les AMP sans l'accord du département régional de médecine générale, dont l'exécutif était formé des omnipraticiens du milieu. Alors, c'est un point important. Les jeunes médecins
ont cessé de recevoir des lettres menaçantes de la RAMQ parce que, dans un trimestre donné, ils n'avaient pas tout à fait satisfait aux revenus requis qui représentaient à peu près 12 heures de travail par semaine dans une AMP. Avec le docteur Dutil, il y a eu une orientation qui a été, un accent qui a été mis sur la prise en charge et le suivi, avec le vieillissement de la population, puis les personnes plus âgées, puis et ainsi de suite. Alors, il y a eu un accent qui a été mis là-dessus, et ça, compte tenu du vieillissement de la population, ça a été une orientation qui a été très importante. Pour une des premières fois, on reconnaissait le concept de médecin de famille et on allouait aux médecins qui assumaient la prise en charge et le suivi d'une clientèle. Et on parlait surtout de la clientèle vulnérable qui souffrait de maladies chroniques. On allouait des crédits supplémentaires sous forme de forfait. Mais pour cela, il nous fallait identifier le médecin de famille, puisqu'à partir de ce concept d'identification du médecin de famille, qui à toute fin utile est devenu une inscription de clientèle au fil des années, ça nous a permis d'attribuer une rémunération spécifique aux médecins qui assument la prise en charge et le suivi. Bien, au niveau du rattrapage salarial, nous avions signé une lettre d'entente en 2003 par laquelle le gouvernement et la Fédération s'engageaient à niveler l'écart de rémunération entre les omnipraticiens et ceux du Canada et ceux du Québec. Je dis niveler, en fait, les termes étaient plus subtils, corriger l'écart. C'est une négociation qui a quand même abouti à une entente au cours de 2007 et qui s'est traduite quand même par une majoration d'environ 31 pour les omnipraticiens. Je peux vous dire qu'au niveau du rattrapage, le docteur Dutil savait où il allait. Au niveau de la prise en charge et du suivi, il a fait des démonstrations très claires, très nettes au niveau de la nécessité de cette nouvelle approche-là sur le plan médical. Je vous dirais pas que le docteur Dutil trouvait ça drôle quand c'était le temps de gérer la décroissance, puis de négocier des coupures, puis des mesures contraignantes. Je dirais qu'à l'époque, il avait une allure plutôt résignée. Je pense qu'on a vraiment opéré un virage majeur dans la façon de rémunérer les médecins et vraiment pour essayer de rémunérer les choses qui nous apparaissaient prioritaires, autant pour le travail qu'ils font à l'hôpital ou dans les autres établissements que le travail dans leur cabinet. Donc, honnêtement, je pense qu'on peut être fiers du résultat de ça. Les médecins de famille ont vu leur rémunération nettement s'améliorer au cours des 5-6 dernières années. C'est indéniable. Au Québec, on a été très imaginatif pour contrôler la pratique des médecins, pour l'encadrer. On n'a qu'à penser aux activités médicales particulières qui, en voulant demander un nombre minimal d'activités à des médecins dans un milieu, ont souvent fait que ces médecins-là, à partir de ce moment-là, ils ont consacré tout leur temps. Si on va plus loin en arrière, on a été pendant de nombreuses années à vivre avec des plafonds de rémunération individuelle, où on disait à des médecins, on va vous arrêter de travailler. Sinon, on ne vous paiera plus pour ce que vous faites. Tout ça, avec les années, a modulé beaucoup la pratique médicale. On a dirigé les médecins vers des secteurs particuliers en leur disant, tu vas aller travailler là, tu vas aller faire ces choses-là. Et oui, je pense que ça a contribué à diminuer beaucoup l'entrepreneuriat de nos médecins, particulièrement dans l'établissement de cliniques médicales. Que moi, quand je suis arrivé à la Fédération, les premières années qu'on était ici, on ne réussissait pas à combler 85 % de nos postes de résidence en médecine de famille. On s'est retrouvé vraiment à bâtir une campagne pour valoriser la médecine familiale, d'un côté au niveau des étudiants, au niveau des médecins de famille eux-mêmes, mais aussi au niveau de la population.
Les médecins de famille aimeraient pouvoir assurer le suivi médical de tous. Mais sans l'aide du gouvernement, plus de 2 millions d'entre vous devront encore attendre leur tour. En mai 2010, on lance une campagne publicitaire, diagnostique. Je vous dirais, on n'avait jamais pensé que cette campagne-là aurait autant d'impact que ça. À partir de ce moment-là, la médecine familiale est devenue un sujet de tous les débats, de toutes les discussions. Et chaque fois qu'on abordait sur l'organisation de la médecine familiale, ça revenait toujours la question de l'importance de la médecine familiale. Et je vous dirais, pour moi, ça a peut-être atteint son apogée lors de la dernière campagne électorale. On a réinstallé la médecine familiale vraiment au cœur du débat de l'organisation du système de santé. Et je vous dirais, je pense que ça, c'est quelque chose de très important que l'on a fait. Depuis 2 ans, au Québec, la pénurie de médecins de famille s'est aggravée de 45 5 médecins vous invitent à visionner Diagnostic, un documentaire choc à l'affiche sur YouTube. Ben, moi, d'abord, je crois profondément qu'un bon système de santé s'appuie sur une première ligne, une médecine familiale qui est forte. Et je crois profondément à la valeur ajoutée des médecins de famille. Sans vouloir enlever rien aux autres spécialités, je considère que c'est de loin la spécialité la plus importante. Donc, pour moi, de faire reconnaître ça, de pouvoir influencer l'organisation du système de santé pour qu'on prenne vraiment conscience de l'importance de mettre les médecins de famille au centre de ça, pour moi, je vous dirais, c'est une motivation importante là, de mon travail de tous les jours. Et j'y crois vraiment à ça. On fête les 50 ans de la Fédération. J'ai participé activement à au moins 25 de ces 50 ans-là. Le défi de la place des médecins de famille, ça va être un combat perpétuel. Et ça a été acquis de haute lutte et je leur souhaite de le maintenir. Pour les années à venir, je pense qu'il faut toujours revenir à la structure de base, c'est-à-dire aux principes qui ont prévalu à l'établissement de l'assurance maladie. C'est-à-dire que la Fédération continue à être le représentant unique des omnipraticiens au Québec, que ce soit dans la rémunération, tout comme ce soit dans les conditions d'exercice, et qu'elle aille de l'avant dans des domaines nouveaux qui se destinent à l'horizon. Alors qu'on maintienne cette vision, valorisation du statut professionnel de l'omnipraticien, de son statut économique aussi, puisque c'est au cœur du mandat de la Fédération, mais tout en gardant toujours, c'est quoi la mission de la FMOQ et c'est quoi les valeurs qui transparaissent à travers toutes les actions qu'elle fait. Je pense que la médecine qu'on concevait continue à se pratiquer actuellement. Et on n'est pas devenus ni des super techniciens, ni des fonctionnaires, on est restés des médecins. On va continuer encore à se prononcer sur les différents sujets qui touchent l'ensemble du domaine de la santé et qui peuvent parfois déborder des mandats traditionnels de la Fédération. Parce que dans le fond, la Fédération, c'est la voix des médecins de famille.